Je vais vous parler des revues prédatrices. Je voudrais vous poser quelques questions avant de me présenter. Qui a déjà manipulé des articles de revues prédatrices? Tout le monde ou pas? Ah non. Ah d'accord. Ok. Ouais, non, mais moi, il m'arrive d'en manipuler pas mal. Elle les a eu dans la main, on les a fait circuler l'un à l'autre. Je te passe un article voilà. Hein, qui s'est fait piéger. Et qui a vu des auteurs se faire piéger? Comme éditeur, oui, parce qu'ils n'avaient pas réalisé de quoi il s'agissait. Comme auteur? Comme éditeur, comme membre du comité éditorial. Parce que ah oui. En fait, elle vous envoie des mails. Attendez, le micro, oui, d'accord. On va revenir là-dessus. Combien, d'après vous, il y a de... Quelques chercheurs se sont fait piéger par ignorance, ouais. où ils reçoivent des mails en demandant d'être éditeurs et ils ne savent pas à quoi ils s'engagent, à quelle est cette revue. Et je connais aussi des cas de chercheurs qui ont retrouvé leur nom dans les éditeurs de revues prédatrices alors qu'ils en leur avaient sur les comités de rédaction. Voilà, c'est ça. Ça, c'est assez fréquent, hein, moi j'en vois beaucoup. Hein. Combien il y a d'articles publiés chaque année dans des revues prédatrices? Vous me répondriez combien? 10 000 articles. Combien il y a de revues prédatrices, d'après vous? Oui, Jeffrey Bell, il avait 10 000 revues. Et on a estimé en 2014 qu'il y avait 400 000 articles publiés pour 2014. Je vais vous montrer ça, hein, d'accord? Ce que je constate, c'est... Est-ce que c'est interdit de faire une revue prédatrice? Il faut bien voir que c'est un business normal, hein, d'accord? Alors, je m'appelle Hervé Maisonneuve. Moi, j'étais professeur de santé publique. Actuellement, je ne fais que de la formation à temps plein à de la rédaction scientifique. Je ne vois que des jeunes que je forme à la rédaction. Donc, j'en vois beaucoup qui se sont fait prendre. Et beaucoup qui ont mis sur leur CV. Et puis, j'ai encore vu 2 chercheurs récemment qui en ont mis volontairement dans des revues prédatrices dans une institution française, hein, pour augmenter leur CV rapidement. Et personne n'a rien vu. J'ai des vrais cas. Hein. Je ne vous donnerai pas de nom. Institut de recherche française, où des chercheurs sont allés très vite, en ont mis vite, ils ont augmenté le CV, et ça leur a permis de montrer que leur labo publiait. Mais volontairement, hein, ils le savent. Hein, donc, alors peut-être qu'ils vont se faire allumer, mais... Hein, d'accord. Alors, moi, je fais aussi la formation souvent en Afrique, alors j'en vois beaucoup. Donc, vous voyez, ces gens-là me disent, je suis très content, ils sont en Côte d'Ivoire, j'ai publié ça, je suis content, je vais être nommé. Alors, je vois ça, je leur dis, attendez, on va voir le journal. Alors, bien sûr, vous avez déjà vu des sites de revues prédatrices. Alors, on tombe sur des trucs comme ça, citation, H-index, machin. Alors, vous allez chercher le H-index, ranking, alors on vous donne des H-index, des machins, on vous en met de partout et c'est du n'importe quoi, hein, je peux vous dire. Hein. Et les gens, ils sont très contents, ils avaient vu ça, ils étaient contents. Cette revue, elle demandait 699, là, ils avaient payé 200 $. Hein, ils étaient en Côte d'Ivoire, ils avaient négocié, ils étaient très contents. Alors, ils ne voulaient pas me croire que c'était une revue prédatrice. Alors, je leur dis, on va écrire. Je leur dis, on va prendre là. Et j'envoie des emails à 3, là, dont l'italien, là, qui s'appelle Lissotti, qui me renvoie un email. Oh, merci, parce que moi, je ne savais pas, j'étais là-dessus, et je ne savais pas que mon nom était là, et merci de m'avoir prévenu. Hein. Et puis cette revue, qui est une revue de gastroentérologie, voilà tout ce qu'elle publie dans tous les sens. Donc vous voyez, c'est du n'importe quoi, mais ça, vous le savez. Hein. Alors vous savez qu'elles n'ont pas d'adresse postale, vous savez qu'elles ont une adresse IP fausse, mais aux États-Unis, le plus souvent. Le numéro de téléphone est faux. Hein. Tout ça, je pars du principe que vous le savez, hein, que ce sont des rédactions inexistantes, hein, puisque un journal, il est fait comme ça, un journal normal, mais on ne va pas rentrer dans les détails, tandis qu'une revue prédatrice, elle fait comme ça. Hein, on est bien d'accord. Hein. Dans mon domaine médical, il a été étudié combien de spam recevaient des chercheurs, et là, c'est des gens qui avaient entre 10 et 15 ans d'activité professionnelle, il y avait des rhumatologues, des gens de santé publique, et sur un an, ils ont compté tous les spams qu'ils recevaient. Hein. Donc ils étaient 5, ils en ont reçu 2,1 par jour en Australie, ils sont australiens. Alors ils ont bien étudié le phénomène et ils ont surtout donné un conseil, ne cliquez jamais sur unsubscribe. Hein, parce que si vous dites je veux me désabonner, au contraire ça augmente.
Hein. Donc c'est parmi les conseils qu'ils donnent. Ils donnent beaucoup de conseils, hein, et ils disent donc ils disent ignorez, détruisez et surtout ne touchez rien parce que dès que vous touchez quoi que ce soit. Alors ça vous les connaissez tous ces trucs. Hein, moi j'en reçois plein. Hein, donc on ne sait pas ce que c'est. Hein. Vous les avez vus, tout le monde en a vu, hein, avec des phrases merveilleuses qu'on est le meilleur, hein, d'accord. Alors moi j'essaye de temps en temps d'expliquer à des jeunes que je forme qu'il existe des revues prédatrices, parce qu'ils ignorent, hein, ils ignorent totalement, hein, quand on leur dit des revues prédatrices. Alors, comment vous expliquer les revues prédatrices? C'est un peu complexe. Hein. Alors, moi, j'essaye de leur dire ça. Pendant 300 ans, on a eu des abonnements, on a vécu comme ça, d'accord? Il y a dans les 15 à 20 dernières années, on nous a annoncé l'open avec des APC. On nous a rajouté le vert, d'accord, de l'autre côté, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà ce qu'est la publication, puisque tout coexiste. Alors là, ils commencent à péter les plombs. Hein. Là, je ne l'ai pas essayé en 5 minutes, mais en 10 minutes, ils ne comprennent déjà pas. Hein. Et puis je leur dis, des mecs en Inde, ils ont trouvé qu'il y avait un marché qui s'ouvrait. Un marché s'ouvre, moi je vends moins cher et je fais la même chose. Hein. Donc si vous voulez, c'est relativement légal. Mais alors expliquer ça à des jeunes, ça prend du temps, hein, je peux vous dire. Hein. Surtout qu'après, je leur dis, les articles, ils sont sous différents formats. Là, vous ne serez pas obligatoirement d'accord avec cette classification, puisque parfois, on peut retrouver le même article dans des archives ouvertes, sur un journal, sur ResearchGate, sur un site personnel, sur le site de l'université et compagnie. Hein. Surtout qu'après, je leur dis, il faudra rajouter en dessous de ça les préprints et les données sources. Hein. Donc, les jeunes sont paumés. Hein. Alors, avant d'aller à quelques points et vous demander... De discuter, ce sera plus intéressant. Regardez par exemple celui-ci, c'était l'International Journal of Clinical Research and Trials, et au bout d'un an, ils se sont aperçus qu'ils avaient une faute d'orthographe dans le titre. Et ils ont changé en Trials. Donc vous voyez le niveau, hein, d'accord, hein. Donc ils viennent surtout, on pense d'Inde, région de Bombay ou autre chose comme ça. Hein. Ils s'inspirent de revues existantes, j'en ai des tomes, j'en vois des tomes. Alors pourquoi je vous ai dit combien d'articles? Ça, parce qu'il y a juste une publication, à mon avis, peut-être que vous en connaissez d'autres, qui a essayé d'estimer à peu près combien d'articles étaient publiés par année. Et pour l'instant, moi, je n'ai que le chiffre de 420 000 en 2014. Hein. On est en 2018 bientôt, hein, d'accord. Et ça progressait très vite. Hein. Et il faut comparer ça à 2 600 000 articles sur 10 ans dans des OAG, à PubMed qui en indexe, je ne sais pas, 1 million par an. Donc, si vous voulez, le volume aujourd'hui est relativement important. Et les gens... Alors, PubMed en indexe, bien sûr, hein, vous le savez. Hein. PubMed, ça c'est encore récent, hein, c'est du mois dernier. Des gens dans 2 disciplines médicales, de neurosciences, ont fait tous les journaux et ils ont montré que 2 à 3% des journaux de leur spécialité étaient des revues prédatrices et étaient dans PubMed. Vous verrez, hein, vous irez chercher si vous voulez, on ne va pas aller dans les détails, donc il y en a encore. PubMed est assez gêné. Vous savez que les Américains essayent d'attaquer, hein, et ils ont essayé d'attaquer Omics, hein, la Trade Commission essaye d'attaquer Omics, mais les attaquer, il faut déjà qu'il y ait une adresse aux États-Unis. Deuxièmement, les attaques pourquoi? Pour du plagiat, mais alors attaquer pour du plagiat, vous voyez le bordel. Hein. C'est le plus gros prédateur. Omics, c'est le plus gros prédateur, hein, en volume. Hein, il a 1000 journaux. Et il fait aussi, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui, des conférences prédatrices. Hein. Je vous signale qu'il s'en tient à Paris. Hein. Non, ce n'est pas du plagiat. Non, je vous dis, on essaie de les condamner pour plagiat, mais ce n'est pas du plagiat non plus. Hein, d'accord, hein. Moi, je vois beaucoup de gens ayant publié là-dedans. J'ai vu des gens à Rennes. Ils ont voulu essayer de publier dans un beau journal après parce qu'ils s'étaient fait prendre un truc très bon. Hein. Alors après, ils sont eux-mêmes gênés. Est-ce que je peux soumettre ça dans un grand journal, hein? Alors là, ils ont essayé de l'enlever de la revue prédatrice qui n'a pas voulu, sauf qu'elle en demandait de l'argent pour l'enlever. Puis je leur ai dit, payez pas, parce que de toute façon, ils vont le laisser une fois que vous aurez payé. C'est assez évident, hein, d'accord. Donc j'ai vu des gens qui ont galéré 2 ans avant de publier quelque chose de bien. Hein, et les gens se font prendre en permanence. Je crois que comment éviter, le Council of Science Editors redit des trucs, apprenez. On vient de le voir, on va en discuter. Ça, ce qu'on vient de voir. Il y a de très très rares sociétés savantes qui commencent à faire des green lists. Dans notre domaine médical, il y a des sociétés savantes mondiales qui commencent à faire des green lists de journaux. Alors je ne sais pas si ça se développe dans d'autres disciplines. Si vous avez peut-être des exemples. On va discuter de tout ça. Je vous passe encore une diapo, puis on discute de tout ça.
Vous savez que la liste de Jeffrey Bell est morte parce qu'il a eu des pressions et tout. Moi, je le connaissais bien. J'ai vu, il vient plus au Congrès, il se montre plus. Hein. Donc, est ressorti un autre mouvement là-haut qui s'appelle Stop Predatory Journal, où il y a une liste, où il y a des gens derrière qui refont un peu le similaire. Et puis, vous savez peut-être, mais j'ai pas mis les logos, qu'il y a Cabell's Blacklist. Vous savez ce que c'est? Donc, 50 000 $ par an pour s'abonner à une liste. Et c'est en fait, c'est pas clair parce qu'ils ont repris la liste de Jeffrey Bell et ils l'ont reprise avec des conseils qui les ont aidés. Jeffrey Bell dit j'étais pas derrière, mais il a été accusé d'être derrière. Et c'est 50 000 $. J'ai quand même vu une institution française où c'est monté assez haut niveau pour savoir si on s'abonnait ou pas à cette blacklist. Ils ne se sont finalement pas abonnés. Voilà, on va discuter. C'est pour ça que vous m'excuserez d'être allé un peu vite. J'ai oublié, je suis médecin, je suis plutôt rédacteur de revue, et actuellement je suis rédacteur adjoint d'une revue qui s'appelle La Presse Médicale chez Elsevier. Mais j'ai pas honte. Hein, oui, ah oui, je peux t'éminer, mais j'ai pas honte. Voilà, comme les Allemands. Voilà. Alors... la presse médicale française. Maçon, oui, maçon, oui. Ah oui, c'est pas excusable. Alors. Donc, moi, je vais en Afrique pas mal. Là, j'étais encore au Mali. J'avais 25 médecins. Tous, les 25 avaient publié dans la revue Prédatrice. Tous. Ils ne le savaient pas. Certains se doutaient. Mais tous, pour 100 à 200 $. Tous. C'est impressionnant hein, quand on va dans certains coins. Et les jeunes, et en France, il y a des gens qui se font prendre toujours.